Dans la pénombre glaciale et figée de la nuit du 2 janvier 1956, les rues de Great Falls, dans le Montana, subissent les assauts d'un hiver implacable. C'est là, au cœur de cette obscurité coupée par les néons du Pete's Drive-In, qu'un jeune couple décide de s'arrêter pour dîner. Elle s'appelle Patricia, elle a seulement 16 ans et poursuit ses études au lycée local. Lui, c'est Lloyd, un aviateur de 18 ans, originaire de Waco, au Texas, qui vient tout juste d'être affecté à la base aérienne de Malmstrom. Ils sont jeunes. Ce soir-là ressemble à toutes les autres nuits hivernales de cette petite communauté. Pourtant, ce sera la toute dernière fois que quiconque les verra vivants. Avant que nous ne plongions ensemble dans les méandres de cette enquête hors du commun qui a traversé les âges, dites-nous en commentaire depuis quelle région vous nous suivez. Et si vous êtes passionné par ces récits où la vérité finit toujours par éclater, prenez un court instant pour vous abonner à la chaîne et laisser un j'aime. Votre soutien est essentiel pour la suite de nos investigations. Pour bien comprendre le drame qui se noue, il faut s'immerger dans ce qu'était l'Amérique de l'année 1956. Le président Eisenhower vient d'être réélu. La guerre de Corée a refermé ses cicatrices depuis peu, et les avenues des villes voient défiler ces imposantes voitures aux ailerons chromés qui stationnent devant les restaurants drive-in. Great Falls est alors une ville moyenne d'environ 40 000 habitants. C'est une communauté à la fois assez vaste pour offrir tout ce dont on peut avoir besoin, mais suffisamment restreinte pour que les visages soient familiers et que les nouvelles circulent de bouche à oreille. L'implantation de la base de Malmstrom y apporte un flux constant de jeunes militaires venus des 4 coins du pays, créant un contraste saisissant entre la jeunesse locale du Montana et ces soldats tout juste sortis de l'adolescence, éloignés de leurs racines pour la première fois de leur vie. Mais cette Amérique de 1956 est aussi un monde radicalement différent du nôtre sur le plan de la justice. C'est une époque lointaine, bien antérieure à l'existence des bases de données génétiques, avant le CODIS, avant même que les manuels de médecine légale n'effleurent l'idée de la généalogie forensique. Patricia Kalitka est une enfant du pays. À 16 ans, cette élève de première au lycée de Great Falls est une figure familière que la petite communauté croise régulièrement dans les rues. Elle n'est pas une excentrique, juste une adolescente ordinaire, attachée à sa ville, vivant dans une maison située à moins d'1 kilomètre de celle de l'homme qui, dans l'ombre, s'apprête à lui ôter la vie. Lorsque le vide se fera autour d'elle, c'est toute la communauté qui se souviendra de son visage, incapable de concevoir l'horreur qui vient de la frapper. Face à elle, Lloyd Dwayne Bogle incarne cette jeunesse texane exilée sous le ciel rigoureux du Montana. Arrivé à Malmstrom, avec son pactage et son uniforme, il n'a fallu qu'un regard pour qu'il tombe éperdument amoureux de Patty. Les témoignages des décennies suivantes, notamment ceux du détective John Cadner, dépeindront un garçon instantanément conquis, sérieux, projeté vers un avenir commun. Ils en sont à cette période charnière de la vie où l'on dessine le futur à deux. Et ce 2 janvier 1956, ils ont un rendez-vous. Un rendez-vous sans fioriture, semblable à tant d'autres. Il est un peu plus de 21h lorsque les silhouettes de Patricia et Lloyd sont aperçues à travers les vitres embuées de leur véhicule, stationné au Pete's Drive-In. C'est leur ultime apparition. Quittant les lumières du restaurant, la voiture s'engage sur les routes sombres pour rejoindre les abords de Wadsworth Park, le long de la Sun River, à l'ouest de la ville. L'endroit n'a rien d'un secret d'initié. C'est le lieu de rendez-vous incontournable des jeunes couples de Great Falls cherchant un peu d'intimité à l'écart des regards. Le temps passe, les heures s'écoulent dans le silence de la nuit, mais les 2 adolescents ne rentrent pas. Chez les Kalitka, comme chez les Bogle, l'attente laisse place à une inquiétude grandissante à mesure que l'aube approche. Les familles échafaudent des scénarios, cherchant désespérément à se rassurer. L'hypothèse qui s'impose à eux est alors la plus douce, la plus romantique. Ils se sont enfuis pour se marier en secret. En cette nuit d'hiver 1956, personne n'envisage l'autre possibilité. Personne n'a la moindre raison de concevoir qu'un prédateur rôde dans le blizzard du Montana.
Le matin du 3 janvier 1956, la réalité se charge de briser brutalement ses illusions. 3 jeunes garçons cheminent le long de la Sun River, à proximité de Wadsworth Park. Au détour du sentier enneigé, leur regard est attiré par la voiture de Lloyd Bogle, immobile. En s'approchant, l'horreur leur fait face. Lloyd est étendu contre le sol glacé, face contre terre, à côté du véhicule. Ses mains sont solidement entravées derrière son dos, attachées à l'aide de sa propre ceinture. Il a été exécuté de 2 balles dans la tête. Le jeune aviateur de Waco, qui rêvait d'une vie aux côtés de Patty, gît désormais sans vie dans la neige du Montana. Mais le mystère s'épaissit aussitôt. Patricia est introuvable. La scène de crime ne livre aucun indice sur sa présence récente. Aucune trace ne permet de deviner la direction qu'elle aurait pu prendre. Il n'y a que cette voiture abandonnée, le corps de Lloyd, et le vide absolu entourant la disparition de la jeune fille. Paniqués, les 3 adolescents alertent immédiatement les autorités. En ce début de matinée, Great Falls bascule dans l'effroi. Ce n'est pas une fugue amoureuse, c'est un meurtre de sang-froid. La communauté entière se mobilise alors, lançant des recherches désespérées pour retrouver la lycéenne disparue. L'attente insoutenable prend fin le lendemain après-midi, le 4 janvier 1956. Un employé de la voirie du comté, circulant sur une route rurale isolée au nord de Great Falls, remarque une masse suspecte au fond d'un talus d'environ 6 mètres de profondeur. C'est le corps de Patricia Kalitka. Les constatations initiales sont terribles. La jeune fille a été violée, puis abattue d'une balle dans la tête, selon une méthode rigoureusement identique à celle qui a coûté la vie à Lloyd. La distance géographique entre le lieu de la découverte de l'aviateur et celui de la lycéenne frappe immédiatement les esprits. 2 scènes de crime distinctes, 2 emplacements éloignés, mais un seul et même auteur qui s'est déplacé au cœur de la nuit. Les enquêteurs tentent alors de reconstruire la terrible chronologie des faits. Le tueur s'est approché du couple à Wadsworth Park. Il a neutralisé Lloyd en premier, tirant sur lui avant de lui lier les mains pour s'assurer qu'il ne puisse jamais intervenir, même s'il avait survécu à ses blessures. Puis, il a enlevé Patricia, l'a forcée à monter à bord pour la conduire vers Vineyard Road, où il a abusé d'elle avant de l'exécuter et de précipiter son corps au bas du remblai. Ce mode opératoire trahit un profil précis. L'agresseur connaît parfaitement la région, ses chemins de traverse et ses routes rurales désertes au nord de la ville. Les forces de l'ordre s'efforcent de recueillir le moindre élément matériel sur les 2 sites. À l'endroit où Lloyd a été abattu, des projectiles se sont logés profondément dans le tronc d'un peuplier. Les policiers documentent méticuleusement ce détail, marquant l'emplacement d'une preuve qu'ils reviendront extraire bien plus tard, en 1989. Parallèlement, lors de l'autopsie de Patricia, le médecin légiste procède à un prélèvement vaginal, se conformant aux protocoles médicaux de l'époque. Ce prélèvement biologique est déposé et scellé sur une simple lame de microscope, puis classé parmi les pièces à conviction du dossier. En cette année 1956, personne dans la froideur de la morgue ne se doute que ce minuscule morceau de verre sera, 65 ans plus tard, l'unique voix capable de briser le silence et de nommer le monstre qui a arraché la vie de Patricia et de Lloyd. Face à l'onde de choc qui secoue la communauté, le bureau du shérif du comté de Cascade engage des moyens sans précédent pour l'époque. Les enquêteurs interrogent méthodiquement chaque personne ayant côtoyé les victimes, passent au crible l'emploi du temps de quiconque se trouvait dans le secteur de Wadsworth Park la nuit du 2 janvier et vérifient scrupuleusement la moindre rumeur. Les premières semaines sont marquées par une frénésie d'investigation qui s'étire en mois puis en années. À mesure que les pistes initiales s'éteignent, d'autres s'ouvrent, portées par de nouvelles générations de policiers qui se transmettent le même carton d'archives et les mêmes questions obsédantes. Au fil des décennies, près de 35 suspects sérieux vont être identifiés, interrogés et soumis à des vérifications d'alibi approfondies. Un à un, ils sont écartés.
non pas à cause d'une faille du système, mais parce que les éléments matériels des scènes de crime refusent de correspondre. Aucune de ces pistes ne permet de remonter jusqu'au véritable assassin, et les outils scientifiques de ces décennies demeurent impuissants à faire parler la seule preuve biologique de valeur, endormie sur sa lame de microscope. Parmi la liste de ces 35 suspects, un nom en particulier retient l'attention des analystes, James Whitey Bulger. Ce parrain de la mafia de Boston, chef du redoutable gang de Winter Hill, s'est inscrit au palmarès des criminels les plus recherchés d'Amérique, fuyant le FBI pendant 16 ans avant d'être capturé en 2011 à Santa Monica, à l'âge de 81 ans. Condamné pour 11 homicides, il s'éteindra derrière les barreaux en 2018. La présence de son nom dans le dossier Kalitka Bogle n'a rien d'une coïncidence farfelue. En 1951, soit 5 ans avant le double meurtre, Bulger résidait effectivement à Great Falls, où il avait été arrêté pour viol. Pour les enquêteurs, le profil est idéal. Un homme d'une violence extrême, ayant un passif d'agression sexuelle dans cette exacte même localité. Pourtant, l'avènement de la science moderne va définitivement blanchir le boss de Boston. L'empreinte génétique extraite de la lame de microscope de 1956 ne correspond en rien à la sienne. L'assassin de Patricia et de Lloyd n'était pas un gangster de haut vol, mais un homme de l'ombre, sans aucune ligne sur son casier judiciaire. Cet homme s'appelait Kenneth Gould. En 1956, il est âgé de 29 ans et mène une existence en apparence banale, installé dans une maison située à moins d'1 kilomètre du foyer de la jeune Patricia. Aucun antécédent criminel, aucun lien apparent, ni aucune querelle connue avec les deux adolescents. Son nom n'effleure jamais l'esprit des policiers. Il ne sera pas interrogé une seule fois en 65 ans d'enquête. Mais dans les semaines qui suivent la tragédie, Gould adopte un comportement singulier. Il vend précipitamment ses terres situées près de la localité de Tracy et entame une migration géographique. Sa famille s'installe d'abord à Geraldine, puis à Hamilton, avant de quitter définitivement le territoire du Montana en 1967 pour s'établir dans le Missouri, rompant tout lien avec la région. À l'époque, personne ne fait le rapprochement entre ces départs successifs et le double meurtre de Wadsworth Park. Rien ne justifiait de s'y intéresser. Toutes les pistes connues s'étant éteintes les unes après les autres, l'affaire Kalitka Bogle entre dans la catégorie des dossiers classés, condamnés à l'oubli. C'est sans compter sur la persévérance hors norme du bureau du shérif du comté de Cascade. Là où de nombreuses administrations finissent par détruire ou égarer les scellés d'affaires vieilles de plusieurs décennies, cette juridiction fait le choix de tout conserver. Les procès-verbaux d'audition, les rapports d'enquête dactylographiés et la fameuse lame de microscope contenant le prélèvement de l'autopsie traversent les époques, protégés au fond de la salle d'épreuve. En 1989, 33 ans après les faits, des inspecteurs retournent à Wadsworth Park. Le peuplier, témoin du meurtre de Lloyd, est toujours là. En creusant son écorce, ils récupèrent les projectiles enfouis dans le tronc depuis 1956. Un an plus tôt, en 1988, le détective Phil Madison prend ses fonctions au sein du service d'épreuve. En tombant sur le dossier Kalitka Bogle, il refuse de le laisser prendre la poussière. Il se plonge dans chaque ligne, examine chaque note manuscrite, guettant l'anomalie ou l'élément qu'un prédécesseur aurait négligé. Il porte ce fardeau pendant des années, en marge de ses affaires courantes, jusqu'en 2000, date à laquelle il prend la décision la plus cruciale de cette saga judiciaire. Madison choisit d'extraire la lame de microscope de l'autopsie de 1956 et de l'expédier au laboratoire criminel de l'État du Montana pour y subir des analyses. L'initiative est un pari immense, sans aucune garantie de succès. Le scellé a 45 ans. Il a été conçu dans une morgue selon des standards rudimentaires et conservé dans des conditions qui n'avaient jamais été pensées pour préserver l'ADN. Un concept totalement inconnu de la médecine légale de 1956. Ce prélèvement a enduré près d'un demi-siècle de variations de température et de dégradation naturelle des tissus biologiques.
Les experts du laboratoire s'attellent à la tâche et parviennent à arracher au temps une découverte inestimable: la présence d'une unique cellule spermatique intacte. Une seule cellule, rescapée de la nuit du 2 janvier 1956. Les analyses confirment immédiatement qu'elle n'appartient pas à Lloyd Bogle, éliminant définitivement la piste d'un rapport consenti avec son petit ami. La preuve est formelle. L'empreinte génétique du prédateur est là, isolée. Il reste cependant un obstacle de taille. Un profil génétique n'est utile que si l'on possède un nom à lui associer. En 2001, le seul outil à disposition des forces de l'ordre est le CODIS, le système national d'indexation de l'ADN du FBI, mis en place en 1998 pour répertorier les profils des individus condamnés par la justice. L'empreinte du tueur de Great Falls y est introduite pour une recherche comparative. Le résultat tombe. Aucun point de correspondance. Le suspect n'est pas répertorié dans les fichiers, ce qui signifie qu'il n'a jamais subi de condamnation nécessitant un prélèvement d'ADN et qu'il a traversé l'existence sans jamais attirer l'attention de la justice criminelle. L'enquête se fige à nouveau. Phil Madison poursuit ses efforts avec les éléments restants, mais l'heure de la retraite sonne pour lui. En quittant ses fonctions, il confie publiquement son scepticisme. Tant d'hommes ont échoué avant lui à clore cette affaire qu'il craint que la vérité ne voie jamais le jour. Le profil génétique reste en attente dans les serveurs, suspendu à une révolution technologique que personne ne peut encore anticiper. Cette révolution survient 18 ans après le départ de Madison, provoquée par une déflagration judiciaire à l'autre bout du pays, en Californie. En 2018, les médias du monde entier annoncent l'arrestation de Joseph James DeAngelo, le tristement célèbre tueur du Golden State, auteur de 13 homicides et de dizaines de viols durant les années 70 et 80. Pendant plus de 40 ans, les méthodes traditionnelles étaient restées impuissantes à l'identifier. Son arrestation n'est pas le fruit d'une correspondance dans le CODIS, mais d'une démarche inédite. Les enquêteurs ont téléversé l'ADN du suspect sur GEDmatch, une plateforme généalogique grand public où des millions de citoyens partagent volontairement leurs données pour retracer leur histoire familiale. Le système a mis en évidence des profils partageant des segments d'ADN communs, révélant des liens de parenté éloignés avec le tueur. À partir de ses cousins génétiques, une généalogiste a patiemment reconstruit l'arbre familial, remontant jusqu'aux ancêtres communs avant de redescendre les branches, éliminant les individus hors d'âge ou absents des lieux au moment des faits, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul candidat possible. Cette discipline naissante, la généalogie génétique forensique, change radicalement la donne. Elle s'affranchit du besoin que le suspect possède un casier judiciaire ou soit répertorié dans les fichiers de la police. Il suffit que des membres de sa famille élargie aient un jour soumis leur salive à un test récréatif. Au Montana, le détective John Cadner suit l'affaire DeAngelo avec une attention absolue et comprend immédiatement que le salut de son dossier vieux de 1956 ne viendra pas du CODIS, mais de cette nouvelle approche. En 2019, il prend contact avec Bode Technology, un laboratoire privé basé en Virginie et reconnu pour son expertise dans le traitement des profils ADN hautement dégradés. Le défi qui attend les scientifiques est titanesque. Extraire une quantité de matériel génétique de qualité suffisante à partir d'un unique spermatozoïde figé sur une lame de verre depuis 63 ans. Contre toute attente, les techniciens de Bode Technology réussissent l'impossible et génèrent un profil génétique complet, prêt à être confronté aux bases de données généalogiques. Le profil du suspect de 1956 est alors soumis aux plateformes GEDmatch et FamilyTree DNA. Pour les généalogistes forensiques, c'est le début d'un travail de bénédictin. Ils ne cherchent pas un nom dans un index, mais assemblent les pièces d'un immense puzzle familial, en s'appuyant sur des correspondances avec des parents au 2e, 3e degré. À force de croiser les données d'état civil, les avis de décès et les registres de naissance, les experts parviennent à localiser le berceau d'une lignée, implantée à Great Falls au milieu des années 50. Ils concentrent leurs recherches sur les membres masculins de cette famille, qui présentaient l'âge requis en 1956, ciblant la tranche des 25 à 35 ans, suggérée par les analyses criminelles de l'époque.
Un profil unique se détache de l'arbre. Kenneth Gould. Les lignées se penchent sur son passé. Il avait 29 ans au moment du crime, demeurait à quelques rues de Patricia et avait brusquement quitté le Montana pour le Missouri, où il est décédé le 31 mai 2007, soit 14 ans avant que la science ne vienne frapper à sa porte. Le suspect étant décédé et son corps ayant été incinéré, il est impossible d'obtenir un échantillon d'ADN direct. L'enquête doit donc passer par sa descendance. John Cadner entreprend un voyage vers le Missouri pour localiser les enfants de Gould, porteurs d'une requête délicate. Obtenir leurs empreintes génétiques pour confirmer ou infirmer définitivement la culpabilité de leur père. La rencontre se déroule dans un climat de calme surprenant. Les enfants acceptent de se soumettre au prélèvement. Cadner confiera plus tard que l'une des filles de Kenneth Gould est restée d'une sérénité remarquable face à la situation, acceptant la réalité scientifique sans chercher à la contester, se contentant de formuler cette phrase lourde de sens. Parfois, on ignore tout des secrets des gens. Les résultats des analyses en laboratoire confirment l'implacable vérité. Le patrimoine génétique des enfants s'aligne parfaitement avec l'ADN de la cellule spermatique prélevée en 1956. Kenneth Gould est bien l'homme qui a agressé Patricia Kalitka et exécuté Lloyd Bogle. Le voisin cavalier, resté invisible aux yeux de la justice pendant plus de 6 décennies, a mené une existence paisible dans le Missouri pendant 51 ans après ses crimes. Le 8 juin 2021, soit 65 ans et 5 mois après la tragique soirée du Pete's Drive-In, le bureau du shérif du comté de Cascade convoque les médias pour annoncer la résolution de la plus ancienne affaire de meurtre élucidée par la généalogie génétique aux États-Unis. Il ne s'agit pas d'un verdict prononcé par un tribunal, l'action publique étant éteinte par la mort du coupable, mais d'une conclusion d'enquête irréfutable, validée par le procureur du comté, qui confirmera qu'un procès aurait immédiatement été engagé si Gould avait été vivant. Pour les familles des victimes, l'annonce apporte une libération indispensable, mais teintée d'un profond regret. Le temps a fait son œuvre destructrice. Les parents des 2 adolescents sont morts depuis longtemps, sans avoir connu la vérité. Le frère aîné de Lloyd Bogle a passé sa vie entière hanté par la disparition de son cadet, avant de s'éteindre peu avant la révélation finale. Pour les rares parents survivants, désormais âgés, la réouverture de ces blessures de 1956 s'avère un exercice douloureux et éprouvant. Le dénouement de l'affaire Kalitka-Bogle démontre de manière éclatante que le temps n'a plus d'emprise sur la justice, dès lors que les preuves biologiques sont préservées. Elle repousse les limites de ce que la communauté scientifique croyait possible, prouvant que la généalogie forensique ne se cantonne pas aux cold cases des années 80 ou 90, mais peut remonter le temps jusqu'à l'époque d'Eisenhower, grâce à une simple cellule conservée sur du verre. Ce succès repose sur l'alignement de 3 décisions cruciales prises par des hommes qui ignoraient tout du rôle qu'ils joueraient à travers les âges. Le médecin légiste de 1956, qui effectue le prélèvement, les générations de shérifs qui refusent de détruire ce scellé, et le détective Madison qui décide de l'analyser en 2001. Cette affaire pose une question cruciale à l'ensemble du système judiciaire. Combien de prélèvements, combien de projectiles logés dans des arbres dorment encore dans les salles d'épreuves à travers le pays, attendant qu'on leur applique la bonne technologie? Pour les familles liées à un cold case, ce dossier livre 3 enseignements capitaux. Le premier concerne les bases de données récréatives. Chaque profil téléversé par un citoyen pour découvrir ses origines tisse la toile qui permettra d'identifier un criminel dépourvu de casier judiciaire. Le deuxième enseignement est un appel à s'assurer auprès des services d'enquête que les scellés biologiques sont toujours conservés, car la science d'aujourd'hui réalise ce qui était impensable hier. Enfin, si une administration vous affirme qu'une affaire est définitivement sans issue, posez-leur la question. Avez-vous tenté l'aventure de la généalogie génétique forensique? Si ce voyage au cœur de la mémoire et de la justice vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de partager votre ressenti en commentaire.
Votre fidélité fait vivre ces investigations. À très bientôt pour une nouvelle